Imaginez une nuit étoilée sur Abidjan, la perle des lagunes. Les lumières du plateau scintillent comme des diamants sur l'eau noire de la lagune ébriée. Au loin, le pont Henri Conan-Bédier relie les quartiers populaires aux tours modernes, symbole d'une Côte d'Ivoire qui se relève, qui avance, qui défie les cicatrices du passé. Et au cœur de cette renaissance, un homme. Un seul. Alassane Dramane Ouattara. ADO pour les intimes, le président pour des millions d'Ivoiriens, l'économiste implacable pour les salles de réunion de Washington, le Burkinabé pour ceux qui ont voulu l'effacer de l'histoire de son propre pays. Qui est vraiment cet homme qui, à 83 ans en 2025, brigue encore le pouvoir avec la détermination d'un jeune loup? Comment un enfant né en 1942 à Dimbokro, dans une Côte d'Ivoire encore coloniale, a-t-il pu gravir les marches du FMI, sauver son pays d'une faillite certaine, survivre à l'exil, à l'ivoirité, à une guerre civile, à une crise post-électorale qui a fait 3000 morts, pour finalement s'installer au palais présidentiel et y rester plus de 14 ans? Ce n'est pas l'histoire d'un homme ordinaire. C'est l'histoire d'un destin africain hors norme. Celui d'un technocrate devenu chef de guerre malgré lui, d'un musulman du Nord marié à une catholique française blanche, d'un économiste rigoriste accusé d'avoir brisé des vies par ses réformes, mais aussi d'avoir sorti la Côte d'Ivoire du gouffre. Aujourd'hui, en novembre 2025, alors que le pays vient de le reconduire pour un 4e mandat dans un scrutin controversé, il est temps de plonger dans la vie de cet homme qui divise autant qu'il fascine. Des rues poussiéreuses de Dimbokro aux couloirs feutrés du FMI, des salons dorés de l'Élysée au bunker de l'hôtel du Golfe pendant la crise de 2010-2011, attachez vos ceintures. On va remonter le temps. Et croyez-moi, ça va secouer. Partie 2, origine et enfance. Retour en 1942. La Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, mais en Afrique occidentale française, la vie continue sous le joug colonial. Le 1er janvier naît à Dimbokro un petit garçon, Alassane Dramane Ouattara. Son père, Dramane Ouattara, est un commerçant et enseignant respecté, descendant direct des empereurs Ouattara de l'ancien royaume de Kong, cet empire dul qui, au XVIIIe siècle, dominait le commerce de l'or, du cola et des esclaves entre le Sahel et la forêt. Sa mère, Adjana Bintou Cissé, est une femme pieuse, originaire d'Odiéné, au nord-ouest. Musulman, malinqué, la famille appartient à cette élite commerçante du lac qui a toujours su naviguer entre les mondes, l'islam, le commerce transsaharien, et plus tard, la modernité coloniale. Dimbokro, à l'époque, c'est une petite ville de brousse, carrefour ferroviaire entre Abidjan et Bouaké. Les trains sifflent, chargés de cacao, de café, de bois. Les marchés grouillent de vie. Le jeune Alassane grandit dans une maison modeste mais digne. On parle malinqué à la maison, français à l'école coranique puis à l'école française. Très tôt, il comprend que le savoir est une arme. Son père, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, lui répète « L'éducation, c'est la seule richesse qu'on ne pourra jamais te voler ». Mais la famille déménage souvent. Le père est muté comme enseignant en Haute-Volta, futur Burkina Faso. Le petit Alassane fait une partie de son enfance à Bobo-Dioulasso, puis à Ouagadougou. Là, il côtoie une autre réalité, la pauvreté rurale, les migrations saisonnières, les liens transfrontaliers entre peuples malinqués. Ces années marqueront à jamais sa vision d'une Afrique sans frontières artificielles. À la maison, on prie 5 fois par Asia. On jeûne au Ramadan. Mais on respecte aussi les voisins chrétiens, Baoulé ou Bété. Alassane est un gamin curieux, sérieux, déjà un peu distant. Ses camarades se souviennent d'un garçon qui préférait lire plutôt que jouer au foot. Un garçon qui, déjà, posait 1000 questions sur l'argent, sur pourquoi certains étaient riches et d'autres pauvres. En 1960, l'indépendance arrive. Houphouët-Boigny devient président. La Côte d'Ivoire devient le miracle économique de l'Afrique de l'Ouest. Le jeune Alassane, lui, n'a qu'une idée en tête, étudier encore, pour comprendre le monde, un jour, le changer. Ses racines musulmanes, commerçantes, transfrontalières forgeront l'homme. Elles seront aussi l'arme de ses ennemis quand, des décennies plus tard, on l'accusera de ne pas être assez ivoirien. Partie 3, jeunesse et formation. Alassane Ouattara obtient brillamment son baccalauréat mathématique au lycée technique de Ouagadougou. Il a 20 ans. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 2 ans. Le monde s'ouvre. Grâce à une bourse américaine, réservée aux étudiants étrangers talentueux vivant en Haute-Volta, il s'envole pour les États-Unis. Direction Philadelphie. Première fois dans un avion. Première fois loin de l'Afrique. Le choc culturel est brutal. La neige, les gratte-ciel, la liberté, mais aussi le racisme latent des années 60. Il s'inscrit à l'Institut de technologie de Drexel. Il bosse comme un dingue.
En 1965, il décroche un Bachelor of Science in Business Administration. Puis il enchaîne à l'Université de Pennsylvanie, master en économie en 1967, puis doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Spécialité, économie du développement et monétaire. À Philadelphie, il rencontre Barbara Jean Davis, une Américaine. Ils se marient. Naîtront 2 enfants, David Draman et Fanta Catherine. C'est une période studieuse, presque monacale. Alassane Likens, Friedman, Samuelson. Il dévore les théories sur la croissance, les crises monétaires. Il comprend que l'Afrique saigne parce qu'elle est mal gérée. Il rêve déjà de rentrer pour appliquer ce qu'il apprend. En 1968, alors qu'il prépare encore son doctorat, il est recruté par le FMI comme économiste. À 26 ans seulement, il devient l'un des tout premiers Africains dans cette institution toute puissante. Washington devient sa deuxième maison. Il analyse les économies africaines, voyage en mission au Sénégal, au Niger, au Mali. Il voit la corruption, les plans d'ajustement qui échouent, les dictatures qui siphonnent l'aide internationale. Ces années américaines forgent l'économiste rigoureux, presque austère, qu'on connaîtra plus tard. L'homme qui croit que les chiffres ne mentent jamais. L'homme qui, plus tard, imposera la dévaluation du franc CFA en 1994, saignant des millions d'Africains, mais sauvant peut-être l'UEMOA. Partie 4, ascension professionnelle. Alassane Ouattara quitte le FMI pour la BCEAO à Dakar. Il devient vice-gouverneur en 1975, à seulement 33 ans. Il gère la monnaie de 8 pays. Il voit les États dilapider les réserves. Il pousse des réformes, indépendance accrue de la Banque centrale, lutte contre l'inflation. 1984, retour au FMI comme directeur du département Afrique. Il conseille les présidents, négocie les plans d'ajustement. Il devient incontournable. En 1988, il est nommé gouverneur de la BCEAO, le plus jeune de l'histoire. Il modernise l'institution, recrute des jeunes cadres africains brillants. Il prépare la réforme monétaire de 1989. Mais la Côte d'Ivoire vacille. La chute des cours du cacao et du café plonge le pays dans la crise. Houphouët-Boigny, le vieux lion, est malade. En avril 1990, il rappelle son « fils spirituel ». Alassane Ouattara devient président du comité interministériel pour la relance économique. Novembre 1990, Houphouët crée le poste de Premier ministre et le lui offre. À 48 ans, ADO entre en politique par la grande porte. Il impose la rigueur, réduction des dépenses publiques, privatisation, dévaluation à venir. Les fonctionnaires pleurent, les étudiants manifestent. On l'appelle le bourreau. Mais il sauve le pays de la banqueroute. Le 7 décembre 1993, Houphouët meurt. Ouattara annonce la nouvelle à la nation. La Côte d'Ivoire est orpheline. Il pense que la succession lui revient. Mais Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée, s'empare du pouvoir. Début de la rivalité. Ouattara retourne au FMI comme directeur général adjoint, 1994 à 1999. Le numéro 2 mondial. Il gère les crises asiatiques, russes. Mais son cœur est en Côte d'Ivoire. Partie 5, entrée en politique. Ouattara démissionne du FMI. Il rentre. Il prend la tête du RDR, parti créé par des dissidents du PDCI. Il veut être candidat en 2000. Mais Bédié invente Ivoirité. On ressort les origines supposées burkinabè de son père. Sa candidature est rejetée. Le pays bascule dans la xénophobie. 24 décembre 1999, coup d'État de Gueye. Ouattara soutient, pensant que ça ouvre la voie. Erreur. Gueye l'exclut aussi en 2000. Émeute. Ouattara doit fuir. Exil à Paris. 2002, tentative de coup d'État. Le Nord se soulève. Début de la rébellion des forces nouvelles. Ouattara est accusé de tout. De financer les rebelles, d'être un étranger. Il nie. Mais le RDR et les rebelles font cause commune. Des accords de paix en accords de paix, Lina Marcoussi, Ouagadougou, Ouattara reste dans l'opposition. Il construit patiemment son parti. Il devient le leader incontesté du Nord musulman, des déshérités, des migrants. Parti-ci le chemin vers la présidence. Enfin, l'élection. Premier tour, Ouattara 32%, Gbagbo 38%, Bédié 25%. Second tour, la CEI proclame Ouattara vainqueur à 54%. Le Conseil constitutionnel, pro-Gbagbo, annule des bureaux du Nord et donne Gbagbo vainqueur. Double présidence. Double gouvernement. Ouattara s'installe à l'hôtel du Golfe, protégé par l'ONUCI.
Gbagbo au palais. La crise post-électorale éclate. Violence. Massacre à Abobo, à Duekwe. 3000 morts. Les forces pro-Ouattara, ex-rebelles plus Dozo, descendent sur Abidjan. Le 11 avril 2011, avec l'aide logistique française, Licorne, Gbagbo est arrêté dans son bunker. Ouattara est investi le 21 mai 2011 à Yamoussoukro. Il promet la réconciliation. Mais les vainqueurs jugent surtout les vaincus. Des milliers de pro-Gbagbo en prison. La justice des vainqueurs. Partie 7. L'exercice du pouvoir. 2011 à 2025, 4 mandats. 2010, 2015, 2020, 2025. Croissance moyenne 7 à 8% par an, sauf Covid. Routes, ponts, hôpitaux, CAN 2023 gagné à domicile. Émergence 2030. Mais aussi, controverse sur le 3e puis 4e mandat. Constitution 2016 reset le compteur, dit-il. Opposition écrasée. Gbagbo acquitté par la CPI mais empêché en 2025. Soro en exil. Scandale financier. Accusation de népotisme, frère Téné Birahima à la défense. Réforme, gratuité scolaire, CMU, baisse pauvreté de 51% à 35%. Mais inégalité criante. Jeunesse au chômage. Répression des manifestations. Bilan équilibré. Il a relevé le pays économiquement, mais la réconciliation reste inachevée. L'ivoirité n'a pas disparu, elle a juste changé de camp. Partie 8. Vie personnelle et très humain. Premier mariage, Barbara Jean Davis, 2 enfants, David et Fanta. Divorce. 1991, mariage avec Dominique Nouvian-Folleroux, femme d'affaires française, catholique. Pas d'enfants communs, mais famille recomposée. Dominique, sa plus grande force. Elle crée Children of Africa, construit l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Anecdote, Adéo est pieux mais discret. Il lit le Coran, prie, mais ne fait pas étalage. Il aime le tennis, le golf, la musique classique. Il est travailleur compulsif, dort peu. Il pardonne rarement politiquement, mais humainement, il peut surprendre. Peu connu, il a pleuré à la mort d'Oufouette. Il a eu peur pour sa vie en 2002. Il a douté en 2010, barricadé au golf. Partie 9. Héritage et impact. En 2025, la Côte d'Ivoire est la 2e économie de l'UEMOA, première productrice mondiale de cacao, hub aérien, portuaire. Ouattara a modernisé le pays. Il a tenu tête à la France quand il le fallait, départ des troupes françaises en 2023. Il a stabilisé la région, médiateur Guinée, Mali. Mais il laisse un pays encore fracturé. Nord-Sud. Musulmans chrétiens. Jeunes, vieux. Son héritage, l'homme qui a fait renaître la Côte d'Ivoire économiquement, mais qui n'a pas su, ou voulu, refermer toutes les plaies. Alassane Ouattara, c'est l'histoire d'un Africain qui a conquis le monde avec son cerveau, puis son pays avec sa ténacité. Un homme qui a gagné toutes les batailles, sauf peut-être celle de l'unité profonde de son peuple. Et maintenant, l'histoire n'est pas finie. Mais une chose est sûre, dans les livres d'histoire africaine, son nom sera écrit en lettres d'or, et parfois en lettres de sang. Merci d'avoir regardé cette biographie. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire. Pour vous, Ouattara est-il un héros ou un autocrate? À très vite pour une nouvelle histoire.